Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Je me suis corrigé la faute dans ma présentation parce que dans un de mes commentaires, on m'a dit que je faisais tout le temps la même faute au début de mes vidéos. Donc ça va être un peu compliqué au début parce que j'ai pris l'habitude de répéter toujours la même phrase. Donc merci beaucoup d'avoir corrigé parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas français. Donc du coup, parfois, je fais des petites fautes ou des grandes fautes, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas de me corriger, ça me fait plaisir d'améliorer aussi ma maîtrise de la langue française. Ça, c'est très bien. Par cette vidéo, je recommence la catégorie que j'ai abandonnée il y a quelques mois, qui s'appelle FAQ. Donc ça, c'est Frequently Asked Questions, ou pour ceux qui préfèrent en français, c'est Foire aux questions, et où je réponds aux questions des abonnés Mind the Cash. Donc, vous pouvez me poser des questions sur la société qui vous intéresse dans les commentaires. Donc, à chaque fois, je demande pour ceux qui peuvent, mais ceux qui veulent aider à la chaîne Mind the Cash, vous pouvez faire une petite donation. En faisant une donation, vous pouvez mettre en ticker. Et comme ça, dans ce cas-là, je vous garantis que je regarde la société qui vous intéresse et plus en détail que les autres sociétés, parce qu'évidemment, pour ceux qui soutiennent la chaîne Mind the Cash, je fais une petite préférence. Donc, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, qui veulent quand même soutenir moralement la chaîne Mind the Cash, je demande de mettre des likes si mes vidéos vous plaisent, parce que moi, je fais ce travail gratuitement, donc ça prend effectivement beaucoup de temps, mais je vois que la chaîne plaît à beaucoup de personnes, donc pour que la chaîne soit le plus visible le plus possible sur le net, donc les likes, c'est très très utile. Et pour ceux qui mettent des dislikes, mettez s'il vous plaît des petits commentaires pour que je sache qu'est-ce qui ne va pas sur la chaîne, parce que pour moi, je suis un peu perfectionniste, j'aimerais bien que la chaîne puisse vous fournir au mieux le contenu, en fait, pour vous fournir un maximum d'informations le plus utiles que je peux fournir. Voilà, donc pour ne pas passer trop de temps, je vais tout de suite commencer par l'image globale des marchés, parce que j'enregistre cette vidéo le soir, le vendredi, donc là on a vécu une semaine très compliquée, et j'ai supprimé la catégorie Bourse Hebdo, après avoir reçu des différents commentaires, finalement j'ai décidé de supprimer Bourse Hebdo, où je regarde vraiment l'image globale, et donc là je vais faire un discours très court au début des vidéos, pour vous présenter ce qui se passe actuellement sur le marché. Je pense que vous le savez parfaitement sans moi, que là on a quelques problèmes cette semaine, donc vous voyez que ça continue, bon en fait ça a chuté toute cette semaine sur tous les indices mondiaux, surtout français, parce qu'évidemment, M. Macron, il y a 2 jours, nous a remis un confinement. Donc là, c'est le premier jour de confinement. Et j'espère qu'on va passer ensemble ces journées difficiles. Et peut-être, j'espère que la chaîne Mind the Cash va vous aider de passer le confinement au mieux, au moins vous permettra d'apprendre quelque chose sur les marchés financiers et sur les investissements. En tout cas, moi, je vais faire le maximum pour que ce soit le cas. Donc, en gros, en fait, je vous conseille aussi de consulter, pour ceux qui veulent voir ce que je fais tous les jours, pour l'image globale des marchés, je publie sur la page Facebook. Je vais vous la montrer à nouveau. Je vous invite d'y aller, vous inscrire, parce que comme ça, on commence à publier pas mal d'informations utiles sur cette page. Donc là, typiquement, tous les matins, je publie ce qu'on appelle Bourse Daily. En fait, là, je vous fais tout le résumé des informations importantes que moi je trouve importantes pour l'évolution des marchés financiers, pour les investissements que nous avons dans les différents portefeuilles que je vous présente dans les différentes catégories de la chaîne Mind the Cash. Donc typiquement, là vous pouvez voir ici que tous les jours, déjà le premier post que vous pouvez voir ici, c'est la liste des catégories A. On me demande très très souvent quelles sont les sociétés de la catégorie A. Donc là vous pouvez les trouver tout de suite, toujours dans le premier commentaire. Ensuite vous avez par exemple Bourse Daily, là je mets toutes les news importantes et le petit résumé, ça c'est mon avis, mon interprétation de ces nouvelles. Donc après vous pouvez, en fait ici il n'y a pas vraiment d'analyse particulière, c'est plutôt je prends juste des informations que je chope dans les médias, que je suis régulièrement, et je les prépare pour vous, pour que ce soit le plus lisible possible, et pour que vous puissiez avoir une information très rapidement et se concentrer sur les infos les plus importantes. Et ensuite évidemment je partage évidemment des différents articles des sociétés qui nous intéressent, typiquement les GAFA, parce que j'ai du Google, après les informations importantes sur les banques centrales, sur les sociétés qu'on discute souvent sur la chaîne Mind the Cash. Donc évidemment, je publie mes vidéos que je publie sur la chaîne. Et même par ailleurs, on fait régulièrement des analyses techniques sur des entreprises qui sont les plus souvent demandées. Donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne également. Donc
tous ces analyses techniques avec les différentes tendances, quels sont les niveaux qu'on puisse attendre sur les différentes actions. Et en général, quand on publie ça, je préfère de publier pas nécessairement celles que j'ai dans le portefeuille, mais celles qui intéressent le plus du monde, les entreprises de CAC 40, etc., etc. Voilà, donc voilà, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, donc vous pouvez lire sur la page Facebook, effectivement je fais un petit peu la pub, mais bon, c'est important aussi que les autres parties du projet Mind the Cash se développent. Donc ici, vous allez certainement trouver des informations sur l'état des marchés, vous allez avoir cette information au quotidien. Donc très globalement, effectivement, les marchés se sont rendus compte finalement que les reconfinements, les nouveaux lockdowns sont possibles, c'est pour ça que tout chute, en fait, surtout le pétrole, surtout les marchés. Pour les marchés financiers, je vous dis encore une fois que, comme je disais dans la vidéo précédente qui s'appelle Crack, bon, je fais un titre qui fait peur, où je disais que je ne m'attends pas spécialement au crack, on va dire, niveau mondial pour le moment en tout cas. Donc je pense qu'on aura encore droit pour le rebond des marchés avec des nouvelles injections monétaires. C'est juste que les marchés aujourd'hui ils attendent que les banques centrales leur fournissent des liquidités. Déjà la BCE a promis de le faire en décembre. La Fed ne va pas tarder, il faut juste attendre l'élection, qu'on soit clair qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche. Mais ce n'est pas ça vraiment qui l'intéresse, c'est ce qui intéresse les investisseurs, c'est surtout qui va donner plus d'argent au marché. Voilà. Donc, en tout cas, on reste dans le même paradigme, on n'est pas sorti du paradigme, il n'y a pas vraiment de tensions énormes sur les marchés obligataires. Donc moi, je ne vois pas vraiment du feu, vraiment des indicateurs catastrophiques vraiment sur le marché. Donc c'est juste une correction normale. Donc effectivement, parce que si on revient dans le lockdown, dans ce cas-là, tous les PIB vont chuter. C'est normal que les marchés se corrigent. Et la correction ne sera pas nécessairement aussi profonde qu'on a vu en mars-avril dernier. Sauf pour le pétrole. Moi, j'ai déjà parlé, en fait, dans ma vidéo précédente, j'ai déjà parlé pas mal sur le pétrole, donc là, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je vais directement passer sur des entreprises qu'on m'a posé des questions. Donc, la première entreprise, c'est monsieur qui s'appelle Alexandre qui m'a posé une question sur une entreprise qui s'appelle Innate Pharma. Donc, c'est une biotech française, marseillaise plus exactement. Pour ceux qui m'écoutent et pas regardent, je vais lire un petit peu, donc j'espère que ça ne va pas être un peu chiant. Juste pour présenter cette entreprise, parce que j'imagine que beaucoup sont ceux qui ne connaissent pas. Donc, Innate Pharma est une société de biotechnologie commerciale spécialisée en immuno-oncologie dédiée à l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire. Donc déjà, le secteur me plaît, donc j'adore les sociétés de point de vue moral et de point de vue financier aussi. Je suis parfaitement aligné d'investir dans ce type de société qui lutte contre le cancer, parce que c'est effectivement ça, c'est la maladie dont souffrent beaucoup de personnes, surtout dans le monde où l'écologie n'est pas au top. Et donc, c'est tout à fait en ligne avec mes convictions personnelles et en fait mes objectifs d'investissement. Donc, le produit commercial d'Innate Pharma, Lumoxiti, prise en licence à AstraZeneca. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, AstraZeneca, c'est une des plus grosses biotech au monde, probablement même la plus grosse. Donc, il y a aussi Biogen, bon, je ne sais plus qui est plus gros, mais en tout cas, c'est vraiment un très grand partenariat, une grosse société. Aux États-Unis, en Europe et en Suisse, ça a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un des produits oncologie first in class pour le traitement de la leucémie et tricholoskotite. Bon, je suis désolé, je n'ai certainement pas bien prononcé. Le large portefeuille d'anticorps d'Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement first in class au stade clinique et préclinique dans les cancers où le besoin médical est important. Donc cette société est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le micro-environnement tumoral et l'antigène tumoraux, ainsi que dans les ingénieries des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer les alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol Myers, comme Novo Nordisk ou Sanofi, ainsi qu'un partenariat multiproduit avec AstraZeneca. Donc, c'était un peu long probablement, mais en tout cas, ce qui est très important, quand vous lisez ça, pour moi, il y a deux critères quand on investit dans les petites sociétés pharmaceutiques, parce qu'évidemment, ce n'est pas une très grosse capitalisation. En fait,
ce qui est important à comprendre, c'est que quels sont les produits, en quel stade, en fait, quelle phase sont des produits de cette société. Donc il y en a 3 phases en fait, et il faut regarder quels sont les produits qui ont déjà passé la phase 3, donc ça veut dire qu'ils sont passés déjà à la commercialisation. Ça nous permettra de garantir de certaines façons que ce n'est pas purement une start-up, donc que vous vous exposez pas à une société qui produit un rêve en fait, qui ne vend rien du tout, mais qui a déjà des produits et il y a encore des produits dans le pipeline. En fait, ce qui s'appelle pipeline dans ce contexte, c'est qu'en français, c'est juste des produits, mais dans les sites anglo-saxons, vous allez avoir le nom pipeline, c'est en fait la ligne de produits qui se trouve sur des différentes phases cliniques. Donc voilà, et ce site, d'ailleurs, déjà ce que j'ai adoré, le site de cette entreprise qui est très bien conçu, on peut tout de suite voir le pipeline. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ce que moi je regarde quand j'investis dans une petite biotech, c'est les partenariats. Par exemple, Bristol Myers ou AstraZeneca, ils ne vont pas signer un partenariat avec n'importe qui. Donc ici, quand ils mettent en avance qu'ils ont déjà des partenariats avec vraiment des gros acteurs de la pharma, c'est un très bon signe. Donc c'est-à-dire que vraiment, ils ont déjà un réseau qui est super important, ils sont backés par ces entreprises. En plus, ça vous donne un avantage que probablement, ça augmente les chances que cette société soit un jour racheté par ces entreprises. Donc s'il se fait racheter, évidemment, le cours de bourse va tout simplement exploser, donc du coup, ça sera bingo pour vous. Voilà, donc cette société, en tout cas, selon la présentation, elle me paraît déjà super intéressante. Voilà, donc là, si je regarde leur pipeline, en fait, si je prends la version française, le menu va s'appeler pipeline. Donc ici, il montre directement quels sont les produits. Après, je ne connais pas les produits, évidemment, de toute cette entreprise. Quels sont les produits, dans quelle phase elles sont. Donc là, on voit déjà que, bon, préclinique, phase 1, phase 2, phase 3 et le commercial. Donc ici, bon, ça, ce produit-là, il n'est pas encore en commercial. Ça, c'est préclinique, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sont en mode recherche, on va dire. Et ça, c'est leur produit Lumoxiti qu'ils présentent dans leur... Visiblement, c'est le produit principal de cette entreprise, vu qu'ils en parlent dans leur page de présentation de la société. Donc évidemment, c'est un produit qui est commercialisé. Voilà, donc ça, c'est là que ça vous garantir une certaine sérénité de cet investissement si vous investissez dans cette valeur. Parce que c'est elle qui va driver leur chiffre d'affaires, qui va driver leurs résultats, etc. Donc, et moi, je ne m'attends pas que cette société soit en fait, comme des startups dans les biotech, souvent dans des cash flows complètement négatifs. Et donc, quand vous achetez en rêve, donc ici, vous n'achetez pas nécessairement en rêve, vous achetez une biotech qui produit déjà quelque chose qui intéresse des grands acteurs de la pharma. Donc voilà. Pour les autres, donc, il y a tout un tas de produits qui sont sur la phase 2, vous voyez. Donc après, je vous laisse regarder sur le site si ça vous intéresse, si vous êtes prêt à investir dans cette société. Mais ce qui me paraît quand même dommage, que le seul produit qui est vraiment commercialisé, c'est ce fameux Lumoxiti, et pas les autres. Les autres sont principalement soit sur une phase préclinique, et juste un seul produit qui est en gros sur la phase clinique 2, et même pas, cette phase n'est pas encore terminée. Donc sur la page des partenariats, vous voyez très bien que les fameuses entreprises qu'on a déjà citées, AstraZeneca, Novo Nordisk, Bristol Myers et Sanofi, donc ils mettent en avant surtout leur partenariat avec AstraZeneca, ce qui évidemment c'est vraiment une société énorme. Bon, dans ce cas-là maintenant, selon les critères vraiment préliminaires, ça passe, donc, parce que c'est une société où il y a du pipeline, il y a des produits qui sont déjà passés toutes les phases et qui sont commercialisés, il y a tout un tas de produits dans le pipeline qui arrivent prochainement ou pas prochainement, je ne sais pas quels sont leurs délais de livraison de ces produits, des attentes, mais en tout cas, on peut s'attendre déjà en cash flow de la vente de leurs produits principaux. Maintenant, on regarde les fondamentaux de cette entreprise avec le nouveau service que j'ai acheté grâce aux donations qui ont été faites sur le site Mindcash, sur le PayPal dans la description de cette vidéo. Vous voyez qu'en fait ici on peut analyser la santé financière et la profitabilité de cette entreprise. Donc je vous rappelle que tous les investissements, en tout cas dans le projet Mindcash, on se base sur 3 piliers. C'est l'analyse macroéconomique, ce qu'on a vu au début de la vidéo, l'analyse fondamentale, ce qu'on regarde avec GoroFocus, et l'analyse technique qu'on verra avec TradingView tout à l'heure. Donc au niveau des ratios, en fait, récemment cette semaine j'ai publié une vidéo sur Altman Z-Score, ce qui montre
la probabilité de faillite de cette entreprise. Donc sachez que c'est une biotech, évidemment les risques sont énormes, donc la probabilité de faillite d'une biotech, ils sont bien présents, donc on ne s'attend pas à avoir des ratios comme chez Hermès ou LVMH. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, déjà je vous invite de la voir, c'est que tout ce qui est en dessous, les Altman Z-score en dessous de 1,8, c'est la zone, entre 0 et 1,8, ce n'est pas forcément la zone à risque, mais en tout cas, c'est la zone où il y a probabilité de défaut, elle est quand même présente. Et tout ce qui est en dessous de 0, donc négatif, ça, c'est vraiment la société qui risque de faire faillite. Cette entreprise fait 0,7 presque, donc c'est presque milieu. Donc il n'atteint pas la zone safe, donc à 1,8. Donc effectivement, vu que c'est une biotech qui se lance, c'est pas en start-up, mais ils ont déjà un produit, évidemment, pour ce type d'investissement, vous avez une probabilité de perdre toute votre mise, en fait. C'est possible. Mais quand vous investissez dans cette valeur-là, il faut évidemment être responsable, tout simplement, et gérer votre exposition correctement. Donc vous n'allez pas, évidemment, acheter pour 10% de votre portefeuille, voire, bon, pour ceux qui achètent plus, c'est juste pas sérieux. Mais il ne faut pas s'exposer, à mon avis, de plus de 2% pour ceux qui ont creusé à fond l'entreprise, qui ont un frère qui travaille chez eux et qui savent que c'est vraiment super bien. Mais je ne conseillerais jamais de s'exposer plus de 2% sur ce type de segment des marchés. Donc ici, on voit déjà que c'est une entreprise qui, au niveau de manipulation des comptabilités, en fait. Ça, c'est un autre Benesch M-Score. Ça, c'est un système de scoring qui permet de démontrer si la société, il y a une probabilité ou pas que la société triche avec sa comptabilité. Je n'ai pas encore fait la vidéo là-dessus, comment les calculer. Je vais le faire peut-être un jour. Mais dans tous les cas, là, pour ce type d'entreprise, c'est quand même assez important parce que c'est une petite entreprise, elles sont moins contrôlées. Donc, si ce Benesch M-Score vous montre que c'est un clairement manipulateur de la compta, vous risquez de tomber dans un piège d'une fraude comptable. Donc ici, a priori, ce n'est pas le cas. Donc de ce point de vue-là, on peut être tranquille. Par contre, il y a clairement un problème de profitabilité. On peut voir que c'est 3 sur 10. Donc cette société n'est pas très profitable. On va regarder pourquoi. Voilà, et ça, ce sont les fondamentaux de cette entreprise sur une durée déjà... Bon, en fait, cette société, apparemment, elle existe depuis pas mal d'années. Et ce qui me gêne, c'est qu'elle n'a jamais vraiment été profitable. Parce que vous voyez, donc, on a déjà la comptabilité à partir de décembre 2005. Visiblement, c'est là où commence leur histoire. Bon, après, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez mieux cette entreprise. On va d'abord suivre l'évolution du chiffre d'affaires, donc revenu per share. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires par action. Donc ici, on voit qu'il était en augmentation et après, il a commencé à descendre. Donc ici, je vois que nous arrivons, et c'est là une explosion entre 2016 plus exactement, 2017 et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il y a quelque chose qui a changé. Donc visiblement, parce que là, ça passait, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires par action. Donc probablement c'est là où il y a des gros partenariats qui ont été signés. Mais dans tous les cas, l'EBITDA per share commence à évoluer. Donc après, ils sont sortis en positif. Donc ça, ils étaient profitables pour la première fois en décembre 2018. Pour la première fois en 2016, après en 2018. Et maintenant, ils ont failli d'être profitables dans 2019. Et pour 2020, évidemment, on ne sait pas encore. Donc en gros, mais par contre, toutes les années d'avant, il était tout le temps en perte. Donc ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est un peu long pour une entreprise pour se développer comme ça, mais bon, après, il faut connaître le dossier un peu mieux peut-être. Mais dans tous les cas, ce qui me paraît évident, que cette entreprise est en train de sortir dans le vert. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, effectivement, elle commence à avoir des perspectives. Maintenant, on regarde les chiffres de rentabilité, mais par contre, la rentabilité elle était affreuse pendant tout au long de son histoire, sauf 2016 et 2018, on voit que la rentabilité a augmenté. Donc la rentabilité qui tient compte de la dette, pareil. Donc il y aura quand même pas mal de dettes aussi, selon ce que je vois. Parce que vous voyez, donc, dans la différence entre ROE et ROIC, donc ROE c'est Return on Equity et ROIC c'est Return on Investment Capital, la différence c'est que
ce dernier, moi je prends généralement en compte le ROIC. Lui, il tient compte de la dette. En fait, en gros, on regarde comment la dette contribue dans la rentabilité. Donc, parce qu'en fait, on peut, comme partout, on peut avoir la bonne et mauvaise dette. Et ici, je vois qu'il y a quand même entre ROE et ROIC, la différence est quasiment le double. Donc après, ça veut dire qu'il a une certaine dette, donc on le verra tout à l'heure. Maintenant, les marges, c'est super important pour une biotech. Par contre, les marges sont très bonnes. Très bonnes. Donc en fait, ici on voit, bon, c'est bizarre qu'ils ont commencé avec une marge énorme, après ça a descendu vraiment très bas, après elle était même négative, la marge brute, donc ça c'est vraiment un problème. Mais maintenant, ils retrouvent leur marge moyenne, et là on arrive à 50%, c'est bien, les 50%, c'est pas... Bon, c'est bon 50% pour beaucoup d'industries, ça serait vraiment extraordinaire, mais pour une biotech, moi je trouve que c'est quand même... C'est une société qui est quand même assez, on va dire, qui nécessite beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences, on va dire. Pas de, comment dire, pas de l'équipement cher, mais vraiment des compétences en fait, de savoir-faire. De l'expertise, en fait, c'est ça que le mot je cherchais. Donc, du coup, je m'attends en général ici, dans ce genre des entreprises, la marge brute. En fait, la marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins leurs frais, avant les coûts de structure, avant les salariés, avant qu'ils ont payé tous les salaires. J'attends quand même les marges plus importantes, de l'ordre de 60, 70 euros, 70%, pardon, ce qu'on a vu au tout début de l'histoire de cette entreprise. Et donc, voir les marges en négatif, ici, c'est quand même bizarre. Et là, par contre, on retrouve 50%, mais c'est pas fou encore. Donc vraiment, moi, je m'attendrais pour une biotech, je m'attends encore une fois les marges importantes. Après, les debt to equity, ça, c'est la dette par rapport aux capitaux propres. Ouais, ici, selon ce critère, moi, je vois que la dette, elle est très, très faible. Donc, je m'habitue encore au Guru Focus, mais bon, selon ce que je vois ici, la dette doit être vraiment très très faible. Donc je vais regarder sur mon share investing. Voilà, donc c'est là. Voilà, donc ça c'est Infarma, et donc on regarde. Oui, la dette elle est vraiment à 8% seulement des capitaux propres. Donc effectivement, c'est ce que montre Guru Focus, c'est pareil. Donc je suis assez étonné de voir que la marge ROIC et ROI soit tellement, la différence entre les deux soit tellement importante. Mais bon, ça c'est quand même assez étonnant. Ah non, non, parce qu'en fait j'ai regardé sur les deux. Bon, en fait c'est 2 fois plus quand même. Bon. Ça, je trouve que c'est un petit peu une cohérence entre ces deux ratios, mais je ne la vois pas. Mais bon, imaginons, disons que bon, cette société qui est peu endettée, donc déjà c'est pas mal. Donc cela veut dire que en fait, les risques de défaut sont quand même pas énormes. Et donc je pense que c'est ça qui a sauvé cette entreprise d'avoir un très mauvais Altman Z-score. Parce que tous les autres critères, en fait, les autres critères de Altman Z-score, vous pouvez voir ma vidéo de cette semaine, en fait, elles sont basées sur le résultat opérationnel de cette entreprise, et vu que la situation est très mauvaise, donc je pense que c'est justement, ils ont obtenu le Altman Z-score, on va dire potable, juste grâce à la dette qui est relativement faible, à mon avis. Voilà. Donc bon, c'est difficile de parler quand même des fondamentaux ici parce qu'il a quand même assez... il vient juste de retrouver leur marge, il vient juste de retrouver leur bénéfice. Donc je retourne sur cet écran, mais c'est là maintenant on comprend pourquoi la profitabilité est estimée seulement 3 sur 10. Et la valorisation de cette entreprise, apparemment, elle est très, très élevée. Donc, parce que bon, déjà, elle est cotée, price to sales, en fait, elle est cotée à 5 ans de leur chiffre d'affaires, donc ça c'est vraiment beaucoup, et pour une société qui perd de l'argent. Donc current ratio, ça c'est vraiment aussi un ratio qui est important pour comprendre la solvabilité de l'entreprise. En fait, c'est leur engagement court terme par rapport à leurs actifs court terme, donc ici il n'y a aucun problème. Donc ils ont beaucoup plus d'actifs liquides que des engagements court terme. Price to book, en fait, c'est la valeur comptable par rapport au prix de marché, donc ils sont un petit peu plus cotés sur la valeur comptable. Donc ici, vous voyez l'évolution
de net income, ça c'est le revenu net par rapport au revenu brut, en fait. Voilà. Donc, et on voit ici que le revenu brut, il était légèrement positif, mais le revenu net est resté quasiment tout le temps dans le négatif. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ensuite, ça, c'est les cash flows. Et on voit que le cash flow, ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Que le cash flow, il augmente systématiquement, il était quasiment toujours dans le positif. Donc du coup, il n'avait pas besoin de trésorerie immédiat sur aucun des exercices. Donc on n'est jamais passé dans le rouge sur le cash. Et la dette, il restait toujours très basse, sauf la dernière année, en fait, où il a augmenté, mais vraiment légèrement. Donc voilà, donc en tout cas, c'est une société qui, selon ce que je vois, selon les critères que je vous présente ici, c'est que cette entreprise, il a des bons produits, il a déjà des partenariats, comme je dis que point de vue business, il s'est plutôt bien placé. Mais en tout cas, point de vue société financière, il est géré de manière assez conservative. Donc on voit qu'il a très peu de dettes. Il reste dans le cash flow positif, donc ça, c'est pas trop mal. Par contre, je commence à douter que le prix aujourd'hui vaut la peine de payer pour cette entreprise. Ça, on verra ça sur l'analyse technique. Donc, vous voyez que GoroFocus montre Possible Value Trap, donc c'est une trappe à valeur. Mais encore une fois, ça, c'est des ratios qui sont calculés automatiquement. On ne peut pas aveuglement croire à ces ratios, surtout pour des produits, pour des sociétés comme des biotech comme ça, qui sont pas le start-up dans ce cas-là, mais souvent, ça peut être des start-up. Donc du coup, on va regarder l'analyse technique pour cette entreprise. Donc voilà. Donc ici, vous voyez que... Bon, je ne veux pas regarder trop l'analyse technique du point de vue... Parce que je ne sais pas d'ailleurs combien de volume il y a pour cette société. Parce que s'il n'est pas assez liquide, donc du coup, peut-être l'analyse technique va pas nous être très utile. Ah non, le volume, il y a quand même 700 000 transactions par jour. Donc c'est pas, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus très peu. Donc on regarde que sur 5 ans, donc là je ne sais pas combien, il existe depuis 2005 apparemment. Donc là on est au plus bas, depuis 5 ans. Bon, ça c'est intéressant. Donc après il faut comprendre pourquoi ils ont, après je connais pas toutes les nouvelles de cette entreprise, on va voir sur leur graphique historique. Donc là on n'est pas au plus bas historique, c'est sûr, mais en tout cas on est descendu vraiment très très bas par rapport à ses historiques. Et on peut voir que là, depuis... Pardon, oups. Bon, on va dire que depuis mai 2015, cette société, elle est en tendance baissière. Et en plus, avec une volatilité énorme, on peut passer de 10 jusqu'à 3. Donc vraiment, la volatilité était juste extraordinaire. Donc déjà, si je prends l'échelle plus proche, on va dire, parce que là, on voit que on est passé de 9 et au plus bas, on était là à 3. Donc ça peut vraiment, c'est une société extrêmement volatile. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé d'y investir, moi je pense que même 1%, c'est déjà assez risqué. Donc après, ça dépend de la taille de votre portefeuille, de votre on va dire, type de gestion. Si vous êtes une gestion très agressive, dans ce cas, peut-être pourquoi pas. Mais dans tous les cas, en fait, je reste assez mitigé parce que selon le graphique, ça ne me semble pas d'être assez cher. Donc si on regarde... Attendez, je vais revenir sur le graphique de 5 ans parce que vraiment là, c'est là où ça commence à être intéressant. Donc j'ai l'impression que ce qu'on a vu sur GoroFocus, c'était qu'en 2017 à 2019, c'est ça, que l'entreprise a sorti en positif. Et pourtant, ça ne lui a pas fait sortir de son canal baissier. Donc on restait baissier même quand l'entreprise fondamentalement elle retrouvait ses revenus. C'est ça et ses marges surtout. Donc vous voyez, donc là, si on regarde, voilà, marge grosse. Voilà, là elle était rentable en 2016 et 2018. Et donc je vois que sur le graphique,
Attendez, 2016, c'est ça. OK. Sur 2016, on n'a pas fait grand-chose en fait, mais j'ai l'impression. Hop. Tac, tac, tac. Hop là, pardon. Voilà, donc 2016, on est. On s'est quand même baladé de 50% en fait. Il a eu 50% de baisse apparemment. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est quelque chose que je comprends pas, qui me dérange un petit peu pour cette entreprise, c'est que la sortie en profitabilité n'a pas permis de changer, de casser la tendance. En fait, quand j'étais en train de regarder les fondamentaux, je m'attendais que en 2016, il y aurait sorti du canal, il partirait plus haut, et probablement après il aura de volatilité avec la crise actuelle, etc. Mais vu qu'elle suit la tendance baissière, c'est quand même assez étonnant. Parce que mine de rien, on était presque à 20 euros à un moment donné, et là maintenant on est à 3 seulement. Donc c'est vrai que ça m'intéresse cette société, déjà ça m'intéresse le secteur, mais après il faut voir quels sont leurs potentiels en fait. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu les marchés ou ils n'ont pas perdu des partenariats clés? Voilà, donc juste pour terminer sur cette valeur, en fait, je dirais plus que si je voudrais accumuler une position sur cette entreprise, moi personnellement, je le ferais en bas du canal, en fait, en se rapprochant quelque part par là. Donc vers ces niveaux-là, vers 2,70 là. Voilà, donc c'est quelque part là, je ferai une déposition. Mais peut-être pas forcément au cours actuel et plus compte tenu des risques qui sont actuellement sur le marché. Je trouve que c'est quand même un peu, en tout cas selon mon avis, ça serait plus prématuré, à moins qu'il y ait des news que vous connaissez que moi je n'ai pas pris en compte. Moi je m'intéresserais à 2,70, 2,60 d'acheter cette valeur parce que quand on voit sur le graphique plus long terme, c'est que effectivement dès qu'elle touche ce canal, en fait il y a un rebond très violent. Donc il vaut mieux de se positionner sur cette entreprise là où vous avez déjà le potentiel de hausse immédiat. Mais dans tous les cas, après, il faut quand même un peu creuser parce qu'il faut vraiment comprendre pourquoi il y a des mouvements de telle ampleur. Cela veut dire que je pense qu'il y a des produits sur lesquels il y a parfois des déceptions, il y a parfois des bonnes nouvelles. Donc voir si cette société ne pratique pas la manipulation des informations, donc s'il diffuse l'information qui n'est pas confirmée pour après éventuellement manipuler les cours. Ça arrive sur les entreprises de petite taille comme ça. Donc il faut faire attention à ce genre des dossiers. Donc en tout cas, le business est intéressant, les partenariats sont là, donc là je pense que c'est une entreprise à suivre. Donc pour investir, pas plus d'1% de votre portefeuille. Voilà, ça c'est mon avis sur cette entreprise. Voilà, donc maintenant je passe aux autres entreprises en fait qu'on m'a posé des questions. Ça, cette fois, c'est des personnes qui ont posé la question, qu'on m'a pas fait une donation, et donc du coup je vais faire un tour de ces sociétés, mais plus rapidement parce que la vidéo sinon va être très longue. Je vais essayer de mettre les timecodes en fait dans mes descriptions pour que vous puissiez aller directement sur les dossiers qui vous intéressent. Je sais que je suis un peu bavard des fois, donc maintenant on regarde Valorec. En fait, c'est une entreprise qui fait des tubes sans soudure en fait principalement pour l'industrie pétrolière. Donc là on revient mon sujet préféré. Donc moi je pense que vraiment leurs clients sont dans les graves difficultés. Donc il faut faire beaucoup attention. Je m'entends. En fait, ceux qui investissent dans Valorex, c'est ceux qui investissent dans les distressed assets, donc c'est-à-dire les actifs délaissés. Donc ça veut dire que vous espérez le rebond de ces valeurs qui sont massacrées en bourse. Comme aujourd'hui d'investir dans les foncières cotées des centres commerciaux, comme investir aujourd'hui dans les en pétrolière, peut-être pas vraiment comparable, mais le secteur d'aviation, des hôtelleries, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est ce style d'investissement. Il faut bien comprendre que votre objectif, c'est que la valeur survive d'abord. Donc ici, le Altman Z-score va être très important. Donc, et que l'entreprise retrouve au moins sa profitabilité, au moins le minimum de profitabilité pour qu'elle puisse tenir à flot. Donc, déjà, commençons par l'analyse technique, parce que ici, je pense que l'analyse fondamentale va être
catastrophique. Ça fait longtemps que j'entends parler de Vallourec, mais c'est quand même incroyable. Je crois que cette société qui valait de plusieurs centaines d'euros il y a une dizaine d'années. Donc c'est vraiment quelque chose hallucinant. Donc là, je vais vous montrer le graphique long terme. Ouais, mais ça, c'est quoi? Ah oui, parce que, en fait, je pense que ce graphique, je ne suis pas habitué à ces cours-là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette valeur. Il y a eu une opération sur les actions, donc je pense qu'il y avait l'action, elle était à genre 2 dollars, 2 euros, à un moment donné. Et je crois qu'après, ils ont fusionné les actions. Mais dans tous les cas, en fait, en proportion, vous pouvez voir que il était à 2000 euros, bon, en équivalent de cette quantité d'actions. Et maintenant, on est descendu à 10. Donc vraiment, ça, bon, les personnes qui ont investi dans cette valeur à long terme, on va dire, c'est pas encore si longtemps, c'est il y a 10 ans seulement. Donc quelqu'un il y a 10 ans qui s'est dit que tiens, j'ai investi à Vallourec à long terme, parce que là elle a baissé de je sais pas combien de 3000 jusqu'à 1700, 1800. Donc là, qui a investi à long terme en se disant que ok, de toute façon, ça va remonter, vous voyez ce qui se passe. Donc, vous voyez, pas toutes les valeurs remontent. Donc, on peut investir à long terme, mais quand vous investissez à long terme, il faut bien comprendre que l'industrie a des perspectives. Ici, ce n'était pas le cas. Et donc là, l'investissement à long terme peut ne pas être justifié. Donc, en disant ça, je vous laisse déduire d'autres candidats dans cette catégorie. Je ne veux pas citer Total, parce que j'aime bien cette valeur, mais en tout cas, beaucoup de pétrolières, surtout les américaines que j'aime encore moins, type Exxon, type Chevron, bon voilà, toutes ces entreprises-là, leur avenir est sombre. J'ai choisi, vous savez que j'ai investi récemment dans BP et dans Total, mais j'ai investi pas pour leur business principal, parce que ces entreprises, selon moi, sont les seules qui sont conscientes que l'énergie renouvelable, ça sera l'énergie du futur. Ils font des démarches dans ce sens. Donc, mais faites attention quand vous achetez des sociétés comme Vallourec, que peut-être qu'elle va flamber en bourse, parce qu'à un moment donné, elle va retrouver les couleurs, mais il faut bien comprendre que quand même, cette industrie, vous investissez dans une industrie qui est quand même en grave difficulté. Peut-être une comparaison extrême que je peux vous donner, c'est comme si vous investissez aujourd'hui dans une société qui produit les téléphones fixes. Donc, vous imaginez, donc, par exemple, on sait parfaitement que le téléphone fixe n'est quasiment plus jamais utilisé. Et si vous investissez aujourd'hui dans une entreprise qui peut être très intéressante en bourse, elle peut avoir un cours très attractif, mais en tout cas, ses perspectives sont foutues. Donc c'est un peu, bon, il y a pas mal de débats dans différents secteurs, il y a pas mal de débats similaires, mais en tout cas, ici, c'est vraiment le cas. Donc c'est très risqué, donc quand vous investissez, ne vous projetez pas trop à long terme. Donc c'est moi qui vous dis qui était élevé dans une école fondamentale, ici, il ne faut pas s'imaginer à très long terme. Ici, j'aime bien, dans ce genre de dossier, j'aime bien jouer ce qu'on appelle le short squeeze. Donc, par exemple, tout le monde short ces entreprises parce qu'ils savent qu'elles sont en difficulté, mais un moindre bonne nouvelle, même pas forcément bonne nouvelle, mais moins mauvaise que prévu, peut littéralement faire exploser le titre. Ce qui s'est passé à l'époque en 2019 avec Tesla, ce qui s'est passé avec tout un tas d'autres entreprises que d'ailleurs j'ai citées sur le site, sur Mind the Cash. Ici, vous pouvez vraiment faire des profits énormes. Je ne dis pas qu'il faut investir dans ces entreprises-là, mais il ne faut pas avoir dans l'esprit que vous investissez dans une entreprise d'avenir. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas la catégorie C, comme je l'appelle, du tout. Et ce n'est pas la catégorie B, c'est une société qui lutte pour sa survie. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Donc, effectivement, au cours actuel, vous pouvez tenter la chance d'aller... mais ça va être spéculatif ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous visez que cette entreprise, peut-être, elle va encore vivre un peu. Et donc, elle va peut-être montrer encore le signe de vie qui va effectivement, littéralement, exploser les cours, surtout si vous regardez l'image technique et le RSI qui est juste en bas. Donc, effectivement, RSI dans la zone de survente, mais il reste longtemps dans la zone de survente. Regardez, ça, c'est le RSI à très long terme, parce que ça, c'est un graphique monthly. Donc, RSI, il est toujours très bas. Donc, il ne s'est jamais rapproché, depuis 2011, s'est jamais rapproché du haut du canal du RSI, ça, entre 20 et 82 et 80.
Il faut faire quand même beaucoup attention, entre 30 et 70 ici. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pensais que c'est entre 20 et 80. Mais en tout cas, voilà, bref, on est toujours dans la zone de survente et c'est normal pour cette entreprise. C'est normal. Donc on va regarder sur un graphique plus court terme et là c'est pareil. Donc là on descend fort, en fait vraiment c'est une valeur massacrée. Et vous voyez donc ici le trading se fait en dessous de canal de survente. Donc, si on s'enfonce trop dans la survente, effectivement, c'est une opportunité d'achat. Donc, du coup, ici, moi, je dirais qu'elle est plus chère. J'achèterais cette entreprise quand, sur le daily, par exemple, là, je peux m'imaginer me positionner quand le RSI sera quelque part là. Vous voyez? Donc, il sera là, comme vous voyez ici. Dans ce cas-là, effectivement, on peut imaginer que c'est une opportunité. Mais au cours que je vois actuellement, qui est très faible, c'est sûr, mais peu importe. Ici, ce qui est important, c'est que vraiment des divergences en fait, entre les RSI et le graphique que vous voyez juste au-dessus. Je pense que vraiment, RSI peut vous servir pour ce genre d'investissement. Donc, moi, je m'attendrai un petit peu plus et on pourrait positionner effectivement en espérant le rebond énorme. Mais encore une fois, regardez ça comme des options. Regardez comme si c'était une option, cela veut dire que tout ou rien. Donc vous visez genre 1000 euros par exemple, si vous êtes prêt à perdre 1000 euros sur ce dossier. Donc si demain il vous annonce qu'on finit les activités, on est en défaut, vous ne devez pas être déçu, vous devez être prêt de perdre cette somme. Donc ou si c'est pas 1000 euros, c'est trop pour vous, mettez 500, mettez 200, en dessous ça risque d'être un peu coûteux, un frais. Mais en tout cas, si cette société explose, elle va vous faire plus 40, plus 50 très rapidement. Donc peut-être même les frais, s'ils sont chers par rapport au prix d'achat, ce n'est pas forcément non plus un frein si vous êtes chez un bon broker, en plus type des Giro ou Saxo Bank ou quelque chose où il y a des frais qui sont raisonnables. Donc vous pouvez tout à fait tenter la chance avec une toute petite somme. Voilà, donc là je vais regarder quand même les fondamentaux mais je pense que je sais ce que ça va nous montrer. Donc voilà, 4 sur 10, la santé financière, c'est pas encore si mauvais que je m'attendais. C'est pas... Donc la dette to equities, vous voyez, donc on a vu tout à l'heure la société qui était peu endettée, ici il y a 6 fois, donc la dette elle est juste gigantesque. Donc juste gigantesque. Et Altman Z-Score, elle s'approche de la zone de faillite. Donc vraiment c'est pas bien. Donc, mais c'est pas un manipulateur de compta, donc ça c'est déjà pas mal. Donc la rentabilité en négatif, fort négatif, surtout les marges ne sont négatives. Bon bref, en tout cas c'est vraiment book value, ok, mais book value, vous voyez, donc c'est price to book, ça veut dire que c'est le prix de marché par rapport à la valeur comptable, donc la valeur comptable largement supérieure au prix de marché, mais il ne faut pas s'en réjouir parce que si la société fait défaut, c'est pas comme les foncières cotées, que je fais un petit peu la pub pour les foncières cotées dans certaines vidéos. Derrière, les actifs, c'est pas l'immobilier, c'est pas les bureaux à Paris qu'ils peuvent facilement vendre. C'est des tubes, en fait, c'est sans soudure, c'est des usines il faut encore trouver l'acheteur. Et l'acheteur va savoir que la société est en train de faire faillite. Ils ne vont pas les proposer les prix du marché et ceux qu'ils ont estimés en temps normal quelque part sur leur comptabilité n'a probablement rien à voir avec la valeur réelle de marché de leurs actifs. Donc price to book, il est vraiment d'un côté ça, ce que je viens de dire, et de l'autre côté c'est en plus que price to book, il estime déjà que c'est plutôt la valeur comptable de leurs actifs va s'éroder que le prix de marché va monter. Donc en fait, il anticipe quelque part la difficulté. Donc après, tout le reste, c'est même pas la peine de regarder. Je pense que c'est vraiment une société en pleine crise. Donc ils ont fait la fusion d'actions apparemment. Et du coup, c'est même de toute façon, ils reviennent au cours précédent apparemment. Donc vous voyez, donc, depuis 2005, les revenus per share, c'était vraiment une période excellente. C'était vraiment golden age pour cette entreprise. Et ils ont mis 1200 par action, donc ça c'est vraiment excellent. Et ensuite les problèmes commencent, vous voyez, donc en 2014, ça c'est la rentabilité était énorme ici, donc et là elle descendait, et là c'est pour finir à chuter, aujourd'hui ça va juste la catastrophe. Après, sur ce dossier, encore une fois, je peux vous dire que une fois sorti de la crise de coronavirus, quand les acteurs, si votre avis que les acteurs pétroliers vont survivre, vont encore s'en sortir plutôt pas mal. Dans ce cas-là, ça peut s'améliorer pour Valorex. C'est pour ça la stratégie d'acheter un petit peu, à espérer que ça flambe.
avec une nouvelle moins pire que prévu, ça peut être plausible. Mais c'est plutôt vers la fin de cette crise, en fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de bonnes nouvelles vu qu'on rentre à nouveau dans les confinements. Donc, si vous voulez positionner quand même, pas à long terme, mais on va dire relativement long terme, d'ici un an, quand on aura le vaccin, d'ici tout ça, on peut espérer, en tout cas, au moins une fois une flambée du titre, à mon avis. Donc voilà, ça c'est encore une fois. Donc, je ne pense pas que cette société va, quoique elle peut faire faillite et personne va les sauver, Valorec. Donc après, vous voyez, donc les marges grosses, c'est la marge brute, donc du coup c'était vraiment excellent les 2005, 2006, mais ça c'est quand le pétrole était à 130. Donc les acteurs, leurs clients, ils étaient super riches, là ça descendait, ça descend jusqu'au que dalle. Même la marge brute, vous voyez, 17%, c'est rien du tout. Et ils ont encore payé les salariés, ils ont payé toute leur... Et en plus, leur infrastructure, elle coûte cher, donc c'est pas facile. Voilà, debt to equity. Donc la dette, donc ici, en fait, en plus, elle n'était pas très endettée hein, jusqu'à certains moments. Vous voyez, donc là, la debt to equity, il a commencé à augmenter, et pour finir à 6 en ce moment, donc ce qui est vraiment extraordinaire. Donc ça veut dire que la dette est 6,6 fois plus importante que leurs capitaux propres. Donc franchement, je pense que, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est un dossier à jouer spéculativement le rebond très fort. Ouais, la troisième et dernière société qu'on va regarder aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que il y a encore 2-3 semaines, j'ai enregistré une vidéo qui est consacrée que à cette action. C'est une action de la Banque nationale suisse, donc bon, évidemment, ça c'est vraiment un actif extraordinairement solide. Donc après, il faut avoir un petit peu de fonds déjà pour y rentrer parce que vous voyez que l'action elle coûte 4000,4 CHF, donc déjà elle n'est pas donnée. Mais en tout cas, je ne veux pas vous répéter tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, je veux la mettre en pièce jointe à cette vidéo de FAQ. Donc, mais je vous répète, c'est que la Banque nationale suisse, elle a deux fonctions. Elle a une fonction de régulateur, comme toutes les banques centrales, mais elle a aussi un fonds de placement. Donc en fait, c'est un peu comme le fonds norvégien. Il investit dans tout un tas d'actions. Vous pouvez, dans cette vidéo que j'ai enregistrée consacrée à la Banque nationale suisse, c'est que j'ai présenté toute la liste des actions qu'ils ont. C'est vraiment une liste interminable. Ils détiennent énormément de l'or. En fait, ça peut être vu comme vraiment un investissement dans un ETF où il y a un peu de tout et se choisit par des meilleurs esprits, meilleurs analystes qu'ils ont pu embaucher. Je pense qu'ils ont des moyens pour embaucher les meilleurs. Donc c'est vraiment un investissement presque passif. Donc quand vous investissez dans la Banque nationale suisse, ça veut dire que vous achetez tout un tas de son portefeuille qui est derrière. Voilà, donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, je pense que les ratios seront juste excellents. CNBM. J'espère que mon Guru Focus va me montrer les... Voilà, donc Suisse. Normalement, je devrais avoir dans mon licence... Voilà, donc... Alors... Bon, déjà ici, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Altman. Il ne montre pas Altman. Bon, je ne pense pas que la Banque nationale suisse va faire faillite. Peut-être que ce n'est pas applicable. En tout cas, je suis assez étonné que qu'ils montrent que leur santé financière... Bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de dettes. Vous savez, ce que je pense, c'est que regarder ces ratios de Banque nationale suisse ici, ça sert à rien. Parce que tout simplement, parce que la Banque nationale, c'est évidemment, elle a la capacité d'émettre la monnaie. Et donc, leur paramètre de dette, il n'a rien à dire. Parce qu'en fait, la dette, c'est quoi? La dette de la BCE, c'est quoi en fait? C'est tout ce qu'ils ont imprimé, tout ce qui est... Voilà. Donc, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Et en face en fait, de leur dette gigantesque, évidemment, comme le cas pour toutes les banques centrales, ils mettent en face les profits de leurs investissements, de leur portefeuille, qui est complètement une activité annexe. Donc je ne pense pas qu'on peut même trouver d'une information utile sur les ratios fondamentaux. Donc, du coup, je ne vais pas trop passer le temps là-dessus. Alors, qu'est-ce que se passe?
Ah voilà. Donc voilà, on est là. Bon, ici, on peut voir vraiment, c'est vraiment une valeur très défensive. On peut pas, on a un peu difficile d'imaginer aussi défensif. Mais, hops. Donc, et entre 2018 et aujourd'hui, non, ça c'était pas, ouais, juin 2018, on est un peu dans un canal horizontal. Voilà. Là, on a sorti une fois, mais ça c'est la crise de Covid, certainement. Oui, tout à fait. C'est la crise de Covid, on a cassé ce canal vraiment de sideways, mais c'est normal en fait pour une société de telle qualité, c'est que c'est pas étonnant qu'elle reste dans ce canal stable. En fait, parce que vous pouvez espérer d'obtenir quelques dividendes, parce que moi je serais étonné de voir beaucoup de dividendes pour cette entreprise. On va voir tout de suite combien de dividendes elle verse. Ouais, 0,34. Ah, en fait, historiquement, il verse toujours 15 francs suisses de dividendes par an, par action. Et donc, c'est vraiment pas beaucoup si l'action coûte 4 000 et demi. Donc, recevoir une fois par an 15 balles, c'est pas énorme. Vraiment pas énorme. Donc, c'est pas pour le dividende, je pense que vous allez l'acheter. Mais dans tous les cas, ici, clairement, si pendant la crise qui va venir ou qui va pas venir, je sais pas quand, s'il descend ici, on peut peut-être casser même ce canal. On n'est pas loin d'ailleurs en plus. Là, sur le coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant déjà à considérer dès maintenant, parce qu'on peut tout à fait voir le rebond comme ça. On le verra. La question, c'est juste quand est-ce qu'on le verra. Donc ça, et ça nous ouvre quand même une fenêtre de tir de... On va regarder combien. C'est quand même pas mal, je trouve. Donc c'est de 40% sur une valeur qui n'a quasiment aucun risque. Donc franchement, je pense que cette valeur, elle ira dans le portefeuille, dans mon portefeuille catégorie A. Ah, c'est cool, merci pour cette question parce que c'est rare que je rajoute des valeurs dans la catégorie A. Et donc, si elle descend en 4200, même déjà maintenant, je trouve qu'elle est assez intéressante. Honnêtement, elle est assez intéressante si vous ne considérez pas qu'on va vivre une crise, on va vivre la fin du monde, mais en tout cas, déjà au cours actuel, c'est pas con de l'acheter parce que certainement vous allez retrouver. Bon, ici, contrairement au Valorec, vous pouvez vous projeter. Vous pouvez vous projeter très loin, vous êtes quasi certain qu'un jour ou l'autre, elle va rebondir. Après, peut-être qu'il faudra attendre. Et le problème, c'est qu'elle verse tellement peu de dividendes qu'attendre, ça vous coûte de l'argent. Parce que si vous allez attendre trop longtemps, ça veut dire que vous allez perdre du temps et potentiellement vous allez rater d'autres opportunités, surtout que l'action est chère. Mais si vous n'attendez pas, dans ce cas-là, vous pouvez rater une opportunité avec un excellent rapport rentabilité-risque. Voilà, donc ça c'est mon avis sur la Banque nationale suisse. J'espère que c'était utile, mais en tout cas, regardez la vidéo qui s'appelle Refuge, Banque nationale suisse avec un drapeau suisse, qui va vous apporter énormément d'informations sur ce dossier. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette reprise des FAQ. Je sais que c'était long, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des likes surtout. Dislike si vous n'avez pas aimé, mais s'il vous plaît, mettez un commentaire si c'est un dislike. Je cherche le meilleur format parce que là maintenant on est en confinement, on a le temps pour suivre les vidéos, donc du coup je pense que le temps ne sera pas un problème pour beaucoup. Et je vous souhaite tout le meilleur, surtout la santé évidemment par ce temps-là. Et Manu Cash, à très bientôt. Ciao, ciao.